La préservation de la planète est aujourd'hui au cœur des préoccupations. Un enjeu de taille pour le ministère des Armées, premier propriétaire foncier de l'État, est chargé de sécuriser le deuxième espace maritime mondial. Avec ses 200 000 militaires et des équipements gourmands en carburant et prodigues en émissions de CO2, la Défense détient l'empreinte environnementale la plus importante de l'État. Mais depuis plusieurs années, les armées multiplient les initiatives. Réduction du bilan carbone, développement des énergies renouvelables, protection de la biodiversité, tout en maintenant les performances opérationnelles à un haut niveau d'exigence. Le Journal de la Défense vous propose de découvrir comment les armées s'attachent à devenir plus vertes. Du territoire national au théâtre d'opération, le ministère des Armées œuvre pour une défense plus respectueuse de l'environnement. C'est le cas notamment sur ces sites et terrains militaires. Le ministère des Armées est concerné à deux titres. Un, parce que c'est le plus gros propriétaire foncier, donc on a beaucoup d'espaces naturels à protéger. Et deux, parce que la biodiversité sur nos terrains est plus riche qu'ailleurs. Puisqu'ils sont préservés des activités, de l'impact négatif des activités humaines. C'est à ces deux titres-là que le ministère des Armées a décidé de mettre en place une véritable stratégie de la biodiversité. Ces terrains, en grande partie utilisés pour l'entraînement des forces, ont largement échappé à l'urbanisation et à certains modes d'agriculture intensive. 80% d'entre eux, soit près de 200 000 hectares, font aujourd'hui l'objet d'une protection au titre de la biodiversité. C'est le cas du camp des Garrigues, à Nîmes, dans le massif du Gardon. Ces 5 000 hectares, administrés par les légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie, représentent un site exceptionnel en matière de biodiversité. Le site revêt une importance majeure pour certaines espèces rares et menacées, d'oiseaux notamment. Classé Natura 2000, le camp des Garrigues a fait partie des 4 sites avec le camp de Chambaran en Isère, le Mont Côme dans le Var et la base navale d'Aspreto en Corse, choisie en France par un projet LIFE, chargé de restaurer et conserver la biodiversité sur les terrains militaires. Enjeu principal pour ces sites de défense, trouver le bon équilibre entre contraintes opérationnelles et ambitions environnementales. L'armée, le 2e RI, connaît bien la partie vraiment opérationnelle, mais beaucoup de zones étaient, je dirais, mal connues en matière de richesse faunistique, floristique. Et le ministère des Armées voulait se réapproprier cette connaissance afin de mieux réaliser leurs opérations, de mieux faire cohabiter l'aspect opérationnel et l'aspect préservation de l'environnement. Chacun s'est réapproprié ses missions, chacun s'est réapproprié ses attributions. Et on s'est aperçu que respecter l'environnement n'avait aucune contrainte sur la préparation opérationnelle. Bien au contraire, on peut dire, après plusieurs années, que ça a eu un effet de levier favorable, tant pour l'acquisition, l'obtention de moyens dédiés à l'entretien, la sécurisation des installations et du camp. Pour mener à bien ces objectifs de préservation de la biodiversité, le ministère des Armées développe depuis 2009 des partenariats avec les principaux organismes experts, comme la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, l'Office national des forêts et la Ligue de protection des oiseaux. Alors, nous avons un blanc comme ça. Le camp des Garrigues s'est rapproché en 2007 du syndicat mixte des Gorges du Gardon, qui a pour mission de préserver et valoriser le territoire. Depuis, les rapaces comme le circaète sont surveillés. Des périmètres de quiétude autour des aires de reproduction sont respectés. Il en est de même pour l'aigle de Bonelli, qui profite de la réintroduction du lapin de Garenne. Ah d'accord, là ils sont percés. Logiquement, quand on va réintroduire, donc je crois que c'est en fin d'année, là, quand on va réintroduire quelques lapins, on va tout refermer. Pour les acclimater ici. Voilà, on va les acclimater. Pendant 15 jours, 3 semaines, comme vous aviez fait. Voilà, 15 jours, 3 semaines, et après on ouvre les trappes, et comme ça, après les lapins peuvent sortir et aller vers l'extérieur. Ouais. Voilà. D'accord, ah bah c'est super, ça montre que ça fait tache d'huile et que la garenne a porté ses fruits. Bah oui, ça marche ici, il y en a 2 ou 3 de l'autre côté aussi, et sur l'autre garenne, ça commence à venir à s'étendre.
Le site a acquis 3 lavognes, points d'eau alimentés par les eaux de ruissellement. 2 ont été financés par le programme LIFE et le 3e par le Fonds d'intervention pour l'environnement du ministère des Armées. Dès la première année, dès l'installation des lavognes, on a une faune au niveau des batraciens, donc des amphibiens, on a des grenouilles, on a tout un réseau de libellules qui se met en place, les insectes aussi qui viennent à coloniser ce milieu et qui engendrent du coup un effet de cycle de vie avec les oiseaux qui mangent des insectes, les prédateurs, etc. qui viennent fréquenter ces lieux. En plus de préserver et pérenniser la présence des faunes et flores locales, le camp des Garrigues s'attache à réduire l'impact négatif de ces activités sur l'environnement. Le bivouac du Matéron est désormais éco-responsable, avec ses sanitaires à lombricompostage, également financés par le Fonds d'intervention pour l'environnement du ministère. Ce sont des toilettes autonomes qui demandent très peu de maintenance, qui se nettoient très facilement. Car comme vous pouvez le voir, ici on est dans une zone naturelle où il n'y a pas d'apport d'eau, il n'y a pas d'adduction d'eau, il n'y a pas de réseau d'assainissement. Donc elles doivent être impérativement autonomes, faciles d'entretien, car les troupes de passage, et surtout robustes et pratiques. Et donc c'est le cas, elles sont toujours en permanence propres. Sur ce bivouac vert, des douches solaires, facilement transportables, sont actuellement à l'essai, avant une éventuelle projection sur les théâtres d'opération. En Bretagne, le site Maîtrise de l'information de la Direction générale de l'armement s'est aussi lancé dans une démarche éco-responsable. Depuis plus de 10 ans, il met tout en œuvre pour maîtriser l'impact de ses activités sur l'environnement. Un circuit biodiversité de 4 km s'attache à valoriser la faune et la flore locale et sensibiliser le personnel à l'importance de ce patrimoine. Ce circuit permet effectivement de découvrir nos jachères fleuries. Ensuite, il permet d'observer en fait les zones naturelles humides que nous attachons à conserver. Il permet aussi de découvrir donc un élément important, c'est-à-dire notre zone naturelle en fait, d'intérêt écologique, faunistique et floristique, en fait, qui se caractérise par des affleurements schistes rouges qui sont vraiment très typiques en fait, de la zone où nous situons. Donc des pelouses et des landes sèches aussi sont observées le long de ce chemin. Nous avons aussi posé un certain nombre de nichoirs à oiseaux, des gîtes à chauves-souris, ainsi que des hôtels en fait, pour les abeilles sauvages et un hôtel géant à insectes. Ensuite, sur ce parcours aussi, on peut découvrir en fait, de nos bassins de rétention de nos eaux pluviales. Donc, ces bassins ont été plantés de roseaux, assurant ainsi un système de filtration naturelle des eaux. Le site encourage et développe l'activité locale bretonne. Il fait appel à l'éco-pâturage pour entretenir naturellement ces espaces, déjà préservés de longue date de tout traitement phytosanitaire. Le pâturage sur les sites militaires, c'est quelque chose d'historique, hein. Ça a toujours été en relation avec les paysans. Nous, on est spécialisé en éco-pâturage plutôt urbain, périurbain, avec une note précise, c'est le côté agricole. Donc nous, on élève des animaux sur ces sites-là et on ne loue pas les animaux. On n'est pas là simplement pour une problématique d'entretien, mais pour un relationnel économie, environnement, agriculture. Le site de la DGA nous a intéressés parce qu'il correspondait à des réponses à des problématiques qu'on avait. En zone urbaine, on a énormément de problématiques de vol. Et le site de la DGA nous permettait de mettre à l'abri une partie de notre troupeau et de le faire reproduire sans avoir les contraintes extérieures et les vandalismes qu'il peut y avoir auprès des animaux. Allez, là, nous en route, là, on avance. Une problématique majeure pour ces moutons avranchins, issus d'une race menacée d'extinction. Ça nous semblait logique, nous, de prendre un animal qui était adapté à son terroir et à son territoire. Donc le choix de cette race-là était très importante. Ça suppose pour nous des problématiques de gestion de la génétique, de gestion d'un animal qui, du fait qu'il était en voie d'extinction et qu'il l'est toujours, suppose énormément de suivi sanitaire et d'élevage. Mais c'est aussi un défi et c'est aussi un investissement vis-à-vis des structures militaires de s'investir avec des races locales et de préserver un patrimoine local dans des sites naturels qui sont très typés et très différents d'un site à l'autre. Ancrage agricole, mais également apicole. Cela fait 6 ans que Philippe Charpentier, un ancien officier de la Direction générale de l'armement, a installé sur le site ses ruches et leurs abeilles.
Ces terrains militaires sont très très riches justement, parce que c'est une nature qui est préservée. Donc c'est pour cela que c'est vraiment très intéressant pour les apiculteurs de venir sur des sites comme cela. On dit souvent les abeilles, les antennes. Bon, ici, vous savez qu'on est sur un site, donc il y a beaucoup d'antennes, beaucoup d'ondes de rayonnement électromagnétique. Mais les abeilles ne sont pas perturbées, elles reviennent à la ruche. Dans les villes, d'ailleurs, on fait un excellent miel et les abeilles ne sont pas perturbées pour autant. Donc ici, ça me permet de voir qu'il n'y a pas de souci, que mes abeilles retrouvent bien le chemin de la ruche. Sur le site, en tout cas, les initiatives essaiment. L'activité principale du site est l'activité numérique. Donc nous avons décidé de regrouper en un seul lieu tous nos bains informatiques. Ces bains informatiques dégagent énormément de chaleur qui était jusqu'à là perdue dans la nature. Donc nous avons décidé de récupérer cette chaleur pour pouvoir chauffer à terme nos futurs bâtiments. Déjà émis, on veut être exemplaire en termes de consommation énergétique, donc baisser notre empreinte carbone et baisser tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. On part aussi dans tout ce qui est une augmentation de notre part d'énergie renouvelable. Donc le futur bâtiment intégrera aussi des panneaux solaires et on partira aussi sur une récupération d'eau de pluie aussi pour tout ce qui est toilettes. Donc on essaie de rentabiliser les éléments naturels qu'on trouve en Bretagne, le soleil et la pluie. Cette démarche tend à se généraliser. Entre 2010 et 2018, la Défense a réduit ses consommations énergétiques hors carburant opérationnel de plus de 15% et diminué ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 18%. Pour poursuivre et accélérer cet effort, Florence Parly, ministre des Armées, a souhaité la mise en place d'un groupe de travail sur l'énergie. Objectif, élaborer une stratégie ministérielle d'ici le mois de mars 2020. Parmi les emprises qui se sont mises au vert, Saint-Christol d'Albion. Le 2e régiment étranger de génie est entré dès 2010 dans une transition énergétique sans précédent, se détournant des énergies fossiles pour explorer les opportunités du renouvelable. On est ici sur le plateau d'Albion, un site avec une biodiversité qui est incroyable. Et on avait, jusqu'en 2010, une chaudière qui datait du temps du premier groupement des missiles stratégiques, qui était vieillissante et qui émettait beaucoup de gaz à effet de serre et qui était en plus assez gourmande en énergie. Et donc on avait une facture élevée et une signature écologique mauvaise. Et la prise de conscience de l'ensemble de la défense, du service infrastructure et de nous-mêmes finalement a permis d'avancer sur ce sujet pour améliorer notre signature et devenir un camp éco-responsable comme on l'est devenu aujourd'hui. Il y a déjà eu une première étape, une première démarche environnementale assez forte dans les années 2010-2014, puisque le SID a dans un premier temps changé une chaufferie fuel pour une chaufferie biomasse, donc passer d'une énergie très fossile et très émissive en gaz à effet de serre à une énergie renouvelable. Et il y a eu une deuxième étape pour compléter la démarche environnementale sur ce site, qui s'est concrétisée en décembre 2016 par la signature d'un contrat de performance énergétique. En fait, il engage un opérateur extérieur à venir sur le site et à répondre à nos objectifs qui sont de réduire nos consommations d'énergie et d'augmenter le recours aux énergies renouvelables sur le site. L'opérateur qu'on a sélectionné pour venir travailler sur ce site a proposé ce champ solaire thermique. Ce système, le plus important du genre en France, compte 160 miroirs réfléchissants qui permettent de chauffer les bâtiments du site. En été, l'alimentation du réseau est 100% solaire. Le champ solaire, il est dimensionné pour, en hiver, vraiment venir compléter la production de chauffage par la chaufferie biomasse, par une énergie solaire. Et en été, ce champ solaire, il produit de l'eau chaude qui va alimenter les bâtiments du quartier en eau chaude sanitaire et également qui va chauffer l'eau de la piscine de manière intégrale. La piscine n'a pas d'autre système de chauffage. Ces installations performantes, qui chauffent les 50 bâtiments du site, soit près de 90 000 m², permettent une réduction de 91% des émissions de CO2 chaque année. C'est pourquoi Florence Parly a choisi Saint-Christol pour évoquer la participation du ministère des Armées au plan gouvernemental Place au Soleil. Une initiative qui vise à augmenter les capacités de production d'électricité d'origine solaire en France. Nous mettrons donc à disposition, d'ici la fin de l'année 2022, 2000 hectares de terrain pour y développer des projets de production d'électricité
d'origine photovoltaïque. Et le site de la Légion est directement concerné. Le deuxième reg a en effet été choisi pour accueillir une ferme photovoltaïque de 5,5 hectares d'ici décembre 2019. Autre point d'attention du ministère des Armées, la question du carburant. Le ministère des Armées, c'est en matière budgétaire, la moitié du budget de l'État, c'est le ministère des Armées. Et dans cette moitié, 70 à 80%, c'est le carburant opérationnel. Donc un enjeu et une dépendance vis-à-vis des énergies fossiles qui est très importante, avec une complexité derrière, parce que l'armée française n'agit pas seule, elle interagit avec d'autres armées, donc on ne peut pas avancer tout seul. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir mis en place au niveau opérationnel à la fois des recherches sur les systèmes d'armes, donc on fait de l'éco-conception en matière de systèmes d'armes, d'une part, et d'autre part, des recherches sur des carburants alternatifs. Si se passer des carburants fossiles semble inenvisageable pour le moment, le service des essences des armées s'attelle à réduire son impact et étudie des solutions plus propres. À Chalon-sur-Saône, sur la base pétrolière interarmée, le groupement École intègre depuis longtemps la dimension environnementale dans la formation des futurs soldats du pétrole. Nos infrastructures disposent d'équipements de sécurité qui évitent le rejet dans l'espace naturel de carburant. Nos véhicules sont tous conformes à la réglementation de transport de marchandises dangereuses et nos soldats, les soldats du pétrole, sont tous formés au transport de marchandises dangereuses. Nous sommes particulièrement vigilants sur la qualité de nos conducteurs car tous mettent en œuvre des camions transportant des marchandises dangereuses, du carburant, sur nos routes, mais également en opération extérieure dans des terrains très accidentés et en conditions opérationnelles. Pour former ces conducteurs, la base pétrolière interarmée dispose de 2 simulateurs qui permettent aux stagiaires d'acquérir une conduite plus responsable. Installez-vous, sur le poste de conduite. Là, on est à excès de vitesse, donc on va lâcher, et là. Voilà. C'est-à-dire, tous les jours, on a une façon de conduire. Et cette façon de conduire, on peut l'améliorer pour consommer moins tous les jours. Et ici, à la BPIA, ça représente presque 700 personnes, 700 conducteurs potentiels qui partent en mission après, qui tous les jours conduisent pour leur déplacement quotidien. Et ces économies de carburant, c'est pour tous les jours, tout le temps, et pour le bien de notre planète finalement. Quand tu vas prendre le chemin donc à ta droite, quand tu vas arriver au niveau des cônes, tu passeras ici, tu sélectionneras. Au-delà de la question du transport de ces marchandises dangereuses, la consommation et la composition du carburant font l'objet d'intenses réflexions. À Marseille, le Centre d'expertise pétrolière interarmée étudie des solutions de carburant alternatifs. Il faut évoquer la veille technologique qui a été mise en place par le service, notamment dans le domaine des carburants. On peut en particulier citer l'étude menée sur les carburants alternatifs qui a permis au SEA de publier une spécification pour le carburéacteur qui permet l'utilisation de composés d'origine synthétique pour les aéronefs militaires de l'État. On constate une hybridation et une électrification toujours plus poussée des transports. La question n'est plus aujourd'hui de savoir si cela va se produire, ni avec quelle technologie, mais plutôt à quelle échéance. Dans ce cadre, le pôle expertise du service des essences des armées étudie les technologies de stockage et de production d'énergie. Les forces armées prennent peu à peu la mesure des impacts de leur activité. C'est notamment le cas de l'armée de l'air, avec son nouvel avion d'instruction, le Pilatus PC-21. Pour le même temps de vol, l'appareil consomme près de 2 fois moins que son prédécesseur, l'Alpha Jet. Ok, ça sort, maintien. Un autre domaine est au cœur des préoccupations, le traitement des déchets. Ces déchets, qui peuvent être sensibles, nécessitent une gestion particulière sur Terre, mais aussi dans les eaux profondes. Avec ses outre-mer, ses 7000 km de littoral, la France borde tous les océans du monde. Avec une double mission, assurer la sécurité de ce milieu tout en le préservant. On contribue au réseau des aires marines protégées, bien évidemment. On a des zones classées en Natura 2000 en mer. Et puis on contribue de manière plus proactive à la recherche ou à la préservation des espèces en mer
On contribue à la préservation des pollutions, puisque notre marine arraisonne les bateaux qui sont pris en flagrant délit de pollution en mer, d'une part, et d'autre part, on protège les espèces protégées. La marine intervient également contre la pêche illégale. Pour limiter sa trace sur l'environnement, la Marine nationale s'est engagée à adapter ses matériels et procédures, notamment sur la gestion des déchets à quai et en mer. La protection de l'environnement est prise très en amont de nos processus. Quelle que soit l'activité que nous menons, il y a une analyse de risque vis-à-vis de la protection de l'environnement. C'est une priorité, tout le monde en est conscient sur la base navale de Toulon, et tout est fait en sorte pour qu'il n'y ait pas d'impact environnemental, ou quoi qu'il soit le plus faible possible. En matière de protection de l'environnement, la base navale de Toulon fait figure de précurseur. Il y a 10 ans, l'opération de nettoyage Rade Propre était initiée. C'était d'abord une opération qui se limitait au port militaire. Et puis ensuite, on l'a étendue aux villes de Toulon, La Seyne-sur-Mer et Saint-Mandrier, pour lesquelles on a donc apporté notre concours, notamment pour la Seyne, en relevant des épaves qui étaient sur la corniche de Tamaris. Avec la création de la base de défense de Toulon en 2010, on a étendu cette opération à l'ensemble des unités de la base de défense. Et c'est devenu une opération importante, qui se déroule tous les ans, depuis 10 ans donc, pendant la semaine du développement durable. Et donc en 2019, on a eu un résultat particulièrement important, puisqu'il y a plus de 750 personnes qui ont participé, 150 mètres cubes ont été enlevés et on a relevé 20 épaves. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des années, c'est vraiment devenu une œuvre collective avec la collectivité locale, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Et on sent vraiment qu'il y a un vecteur de cohésion entre les unités de la base de défense et cette métropole, avec l'objectif commun de sauvegarder l'environnement et de protéger un patrimoine qui est quand même exceptionnel. Les équipages des navires participent aussi à cet engagement. Depuis 2011, le label Passeport Propre vient d'ailleurs récompenser les efforts réalisés en matière de gestion des déchets. Parce qu'il y a une particularité sur un navire de guerre, c'est qu'à la mer, la réglementation est très stricte, comme un quai d'ailleurs, mais plus encore à la mer, et leur gestion des déchets est vraiment très encadrée. Et donc on s'est dit, il y a des bateaux qui font ça plutôt bien, il y en a qui le font peut-être un peu moins bien, et donc on va essayer de valoriser ceux qui font des efforts dans ce domaine. Donc voilà, on a créé ce label, qui est vraiment une promotion des équipages qui font des efforts dans le domaine. Parmi les bons élèves figure le porte-hélicoptère amphibie Dixmude. Le Dixmude est un des fers de lance du label Passeport Propre, parce que depuis qu'il a été mis en service, il est quasiment tous les ans labellisé Passeport Propre, car il y a des filières de récupération à l'intérieur du bâtiment, ce qui est assez rare et assez nouveau, mais qui se fait beaucoup sur les bâtiments modernes. Déchets de type ménager, déchets de cuisine ou déchets spéciaux, pendant la navigation, tous sont triés, stockés ou traités en conséquence. En salle d'incinérateur, le plastique, le papier et le carton sont broyés avant d'être brûlés et les métaux légers sont compactés. En cuisine, le navire dispose d'un broyeur pulpeur pour les restes alimentaires. Les déchets d'activité ou de soins à risque infectieux, générés par l'hôpital du bord, reçoivent un traitement spécifique. 2 machines de décontamination sont présentes sur le bâtiment. Si les équipages disposent de moyens à bord et bénéficient des filières françaises de gestion des déchets à quai, sur les théâtres d'opérations extérieures terrestres, la question est tout autre. En France, nous bénéficions de structures adaptées pour le traitement des déchets. Cependant, dans les pays hôtes dans lesquels nous avons des forces stationnées, nous n'avons pas forcément ces filières-là à disposition. C'est une problématique qui est prise en compte par les forces armées depuis un moment et qui est importante parce qu'elle contribue en l'occurrence à la bonne acceptabilité de la force et donc de notre intégration dans le pays dans lequel nous sommes. Cette gestion des déchets n'a pas qu'une dimension environnementale, elle est aussi stratégique. C'est stratégique aussi parce que tout déchet peut être aussi récupéré et utilisé contre la force
comme voilà, des bidons métalliques réutilisés pour faire des IED. Donc pour ça, typiquement, l'exemple, on les écrase de manière à ce que ce ne soit pas réutilisable. C'est aussi préserver l'image de la France et enfin veiller à ce qu'il n'y ait pas de contentieux avec le pays qui nous aura accueillis lorsque la force le quittera. Phénomènes climatiques, catastrophes naturelles, dégradation des écosystèmes. Les guerres de demain seront sans aucun doute aggravées par les facteurs climatiques. Face à ces risques, la construction d'une défense durable qui protège et préserve semble être aujourd'hui une nécessité.